dès que je vais essayer d'aller m'allonger avec elle, elle va se réveiller tout de suite. Donc je suis obligée de la rebercer. Au sein, c'est pareil. Bonjour, je suis Caroline Ferriol, la fée dodo, experte en sommeil des bébés et des enfants. Dans ce podcast filmé, vous allez entrer avec moi dans une vraie consultation, avec une vraie famille et une vraie problématique. Et puis là, comme je disais, il y a la crèche, donc il y a l'angoisse de comment ça va se passer, quand elle va être en crèche et puis il y a l'angoisse aussi de moi, je vais reprendre le travail. Aujourd'hui, je rencontre Afida et sa petite Alia. Elle a 3 mois. Depuis sa naissance, Alia a énormément de mal à être posée. Elle s'endort surtout en portage ou en bercement et se réveille dès qu'on la dépose. Et donc immédiatement, je me réveille et je suis pas bien. Et je dis non, maman, je veux être en position verticale là pour dormir, c'est comme ça que je suis bien. Donc tu me reprends s'il te plaît. Les nuits sont très courtes et Afida est épuisée, d'autant plus qu'Alia doit bientôt commencer la crèche. Dans cet épisode, je l'accompagne pour comprendre ce qui se joue derrière ces endormissements compliqués et ces réveils fréquents. Et nous trouvons ensemble des solutions adaptées à l'âge d'Alia et à leur quotidien. Qui m'a un petit peu fait craquer les 2 dernières semaines, c'est ces 7 à 10 réveils. Si vous aussi vous avez l'impression que votre bébé ne dort que sur vous et se réveille dès que vous le posez, alors cet épisode est pour vous. Le porte-bébé Koya de Cybex permet de créer un lien privilégié avec votre bébé dès la naissance, tout en assurant confort et proximité. Grâce à son tissu mèche 3D respirant et auto-extensible, il s'adapte parfaitement à la morphologie de votre enfant jusqu'à 3 ans. Offrant fraîcheur et bien-être, même lors de vos longues promenades. Respectueux de la physiologie de bébé, il propose les positions en C et en M, idéales pour soutenir sa colonne vertébrale. Les bretelles ajustables offrent confort et liberté au porteur. Bonjour Afida. Bonjour Caroline. On se parle aujourd'hui du sommeil de Alia, qui a 3 mois. C'est une première consultation que vous faites avec moi. Et cet épisode, il est sponsorisé par Cybex. Vous connaissez la marque Cybex? Oui, oui, je connais bien, on a le cosy, on a aussi un siège auto, Ah oui, Cybex et puis, je connais bien leurs poussettes également. ok, super. Vous en êtes contente? Oui, super. Ouais. Oh. C'est une marque très connue, notamment, oui, en effet, dans les sièges auto, les poussettes. Et ils font des porte-bébés depuis peu. Et il y a un nouveau modèle de porte-bébé là qui va sortir, qui va être très intéressant, notamment avec les petits comme ça. Ouais, génial. Elle adore le portage donc super. Super, bah on va en parler justement. Vous avez sollicité cette consultation en me disant que vous étiez en détresse. Tout à fait. Là, c'était très très difficile avec Alia, avec son sommeil. Vous avez lu Le grand guide du sommeil de mon bébé, mon livre bleu. C'est ça. Vous avez regardé les programmes vidéo Oui. aussi, super. Est-ce que vous avez lu le livre rouge? Non. 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 Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail exactement comme vous l'avez noté quand vous avez demandé cette consultation? Qu'est-ce qui se passe là avec Alia? Puis je sais qu'il y a eu une petite évolution ces 4 derniers jours, donc vous puissiez nous en parler aussi. Exactement. Alors les problématiques que je rencontre avec Alia, c'est, premièrement, c'est un bébé qui n'a jamais voulu être posé dans son lit, de jour comme de nuit. Et quand je parle du lit, c'est vraiment le lit cododo qui est collé, à mon propre lit à moi. Et deuxièmement, c'est un bébé qui est très alerte. C'est-à-dire que tout changement, de son environnement ou de position de sommeil entraîne un réveil qui est, immédiat et quasiment systématique. Donc ça fait 3 mois que je vis au rythme de Alia, pour toutes ses siestes, que ce soit en journée donc où elle va dormir vraiment sur moi, dans la chaise à bascule ou alors en portage avec, donc avec une écharpe ou alors la nuit où en fait je vais me coucher en même temps qu'elle à 21h. Donc ça fait vraiment 3 mois que j'ai plus vraiment de vie.
Mais ça me posait pas forcément problème jusqu'à il y a 2-3 semaines puisque, j'arrivais quand même la nuit ou au moins sur sa première sieste à dormir avec elle. C'est-à-dire que je l'endormais en bercement ou au sein et j'arrivais après à me faufiler dans le lit, à m'allonger avec elle et puis, et à me reposer comme ça. La nuit, quand elle se réveillait pour téter, je lui donnais la tétée et puis, je pouvais la reposer à côté de moi sans souci, et puis on dormait comme ça. Le problème, c'est que depuis 2-3 semaines, c'est plus possible. Heu, Dès lors que, donc même la nuit, hein, je vais la bercer, dans la chaise à bascule, par exemple. Dès que je vais essayer d'aller m'allonger avec elle, elle va se réveiller tout de suite, donc je suis obligée de la rebercer. Au sein, c'est pareil, je lui donne le sein, mais dès qu'elle perd le sein, quand bien même c'est elle qui le lâche, elle va se réveiller tout de suite. Donc j'ai passé 2-3 semaines de nuits blanches, finalement, à continuer de bercer ou à continuer de lui donner le sein quand je voulais m'allonger un petit peu. Mmh. Cerise sur le gâteau, elle commence la crèche la semaine prochaine. Et je suis bien consciente, c'est pertinemment que les professionnels de crèche ne pourront pas reproduire, le même schéma, qu'à la maison. Et Heu, donc là, il y a 4 jours, vous vous êtes dit: «Il faut que ça change». exact. Au moment où on vous a dit OK pour la consultation d'ailleurs? Bah, tout à fait. En fait, ça s'est super bien goupillé parce que, mon plus grand, donc j'ai un autre, bébé de 22 mois, partait en fait 5 jours en week-end avec son papa et donc je me suis dit: «Faut changer les choses parce qu'elle commence bientôt la crèche, que ça a pu être possible» et donc j'ai voulu commencer l'endormissement autonome. Alors pas vraiment endormissement autonome, l'endormissement dans le lit pour que, justement il y ait plus ce changement d'environnement de sommeil, qui fait que ça la réveille. Mmh. Comment ça s'est passé? Alors j'ai un certain nombre de challenges aussi, avec ça. Il y a de l'amélioration, heu, où je diminue, enfin on a quand même pas mal diminué son temps d'endormissement et le temps, de pleurs, hein, à accompagner. Heu, mais j'ai pas mal de difficultés puisque en fait, quand je l'accompagne dans le lit et qu'elle fait de très grosses colères, dès que je la reprends, poup, Elle elle s'endort s'endort tout de suite. dans les bras. Et dès que je la repose, là, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, j'aurais aussi voulu pas mal de conseils vis-à-vis de ça OK. parce que, la progression n'est pas aussi linéaire dans le sens où, bah, la première nuit, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois qu'elle pleurait fort, je la prenais sur moi pour la calmer tout de suite, Mmh. et je la reposais quand elle était calme et du coup, elle repartait sur des gros pleurs. Donc en fait, j'ai passé, pas mal de temps à la prendre et à la reposer et du coup, je crois qu'on est allé jusqu'à la pause, donc 1 heure et quart. On a fait une pause et après on est reparti sur 1 heure. Donc ça a été quand même très long. Ouais, ouais. Je me suis dit la deuxième nuit que c'était Vous avez fait une pause avec une tétée? oui, OK, une tétée. Je l'ai gardée aussi, droite, OK. pendant 10 minutes, donc elle était vraiment bien réveillée. Et du coup, la deuxième nuit, je me suis dit, «On va essayer de faire un peu mieux» et j'ai essayé de l'accompagner, beaucoup plus dans les pleurs, mais sans la sortir du lit. OK. Et dès que vraiment je voyais que là, ça allait pas, je la reprenais sur moi et c'est là où j'avais le fameux «poup», je m'endors, tout de suite dès que je l'avais reprise. OK. Bon, bah, c'est très intéressant tout ça. Moi, j'ai plein de questions à vous poser. La première, c'est, est-ce que du coup Alia, elle est en bonne santé? Oui, Ouais. Elle est vue par un médecin régulièrement? elle est vue par un médecin, donc elle a son rendez-vous des 3 mois cette semaine, OK. mais au rendez-vous des 2 mois, ça allait très bien au niveau de la croissance, du poids. Quand elle était petite, elle avait un RGO, qui a été traité, 2 semaines sous Gaviscon et ça s'est très vite amélioré, donc on a pu arrêter le Gaviscon. Le fait de la verticaliser aussi beaucoup, a C'est pas mal amélioré, oui. C'était quoi les symptômes du RGO? Elle mâchouillait beaucoup, OK. elle régurgitait aussi, beaucoup, 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 mais elle avait pas forcément de douleur. Enfin, elle se tordait pas de douleur ou quoi, mais c'est vrai que quand la pédiatre l'a vue et a vu ses régurgitations, elle l'a mis sous Gaviscon. Elle a un papa, j'imagine? Vous Oui. vivez avec le papa? Il vous aide? Il prend du relais avec les petits? Alors, du coup, il s'occupe, majoritairement du plus grand, Ouais. et quand, j'essaye de prendre du relais, le problème, c'est qu'elle pleure beaucoup.
Donc, il y a 2 semaines, je crois qu'on avait, par exemple, essayé de lui donner la nuit où je lui disais: «Bah, voilà, tu t'occupes d'elle la nuit et je me lève justement pour lui donner la tétée». Elle s'était endormie avec lui et au premier réveil tétée, donc vers 2 heures du matin, je suis partie, je lui ai donné la tétée. Je l'ai redonnée à papa. Elle s'est, à peu près endormie et 15 minutes après, elle s'est mise à hurler et elle voulait plus du tout dormir jusqu'à que j'arrive et là, miracle, elle s'est arrêtée. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup maman. Oui, oui. Vous me disiez qu'elle faisait 7 à 10 réveils par nuit. Tout à fait. C'est toujours le cas depuis la mise en place de l'endormissement Alors, autonome, enfin presque de autonome? depuis la mise en place, cette nuit, je crois qu'elle m'en a fait 4 ou 5. Donc il y a quand même, de l'amélioration. Qu'est-ce qui se passe durant les 4 ou 5 réveils? Sur ces derniers Oui, jours-là, alors, je lui donne la tétée, je la repose dans son lit. Le premier réveil, juste, généralement, elle arrive à se rendor enfin, elle reste, endormie quasiment, donc je la repose sans problème. Les autres réveils, plus on avance dans la nuit et plus on s'avance, vers le jour finalement, plus c'est compliqué. Le deuxième réveil, elle commence à réussir à se rendormir toute seule. Pour les autres, il y a quand même quelques pleurs. Et cette nuit, il y a vraiment un réveil où j'ai dû, la reprendre dans les bras pour la calmer. à chaque fois il y a une tétée, hein? Oui, à Ouais. chaque fois, je lui propose la tétée. OK, et quand elle se réveillait 5-10 fois, vous lui proposiez la tétée à chaque fois aussi? Oui, Ouais. elle tète efficacement à chaque fois? Alors non, elle tétait pas, quand elle se réveillait 5 à 10 fois, elle tétait pas tout le temps efficacement. Elle prenait, des fois, elle s'endormait tout de suite, mais OK. dès que je la reposais ou dès que j'essayais de me glisser vraiment, elle se réveillait. OK. Mais elle est pas gênée par ses régurgitations? Non, Ouais. elle a jamais été vraiment gênée, sauf quand elle est en position allongée où justement, enfin, l'impression un peu qu'elle s'étouffait, qu'elle Ouais. avalait un peu ses régurgitations. Mais c'est vrai que le fait de la verticaliser beaucoup, beaucoup et les premières semaines, c'est ce que je faisais, même au milieu de la nuit, je la laissais vraiment au moins une demi-heure, verticalisée avant de la reposer, ça a aidé. OK. Donc là, maintenant, sur les 4-5 réveils qu'il reste, est-ce qu'elle tète efficacement ou il y en a certains où c'est pas forcément des grosses tétées? Elle tète. Ouais, Ouais, je sens qu'elle tète quand même. Peut-être pas, alors le premier réveil, elle tète vraiment, vigoureusement. OK, Les autres, elle tète quand même. Je sens qu'elle prend du lait, mais moins que le premier réveil. OK. Elle vient de bâiller là. Elle est réveillée depuis combien de temps? Depuis, Au réveil de la mmh, voiture là? oui, c'est ça. Et en même temps, vous êtes perdus un peu dans le parking. Vous êtes arrivés à quelle Je heure? peux arriver vers midi, Oh, ça fait 1 heure. Ah, mais elle a dormi combien de temps dans la voiture? 1 heure. 1 heure? Ouais, ça faisait une courte sieste, c'est pour ça. OK. Mais je pense que dans 30 minutes, ça pourrait être le moment de s'endormir. D'accord. Hem, OK, elle est née à terme, Alia. Oui. Oui. Je revérifie bien tout. Ouais, j'ai une autre remarque aussi. Oui, Depuis le début, alors c'est un bébé qui n'a jamais voulu de la tétine, OK. qui ne prend pas du tout de biberon d'ailleurs. On est en refus total du biberon et elle ne s'endort pas non plus en poussette ou autre. Enfin, quand elle s'endort, c'est vraiment sur moi. OK, Même dans la voiture, c'est un peu compliqué. OK. C'est dans quelle position sur vous? C'est majoritairement, pendant très longtemps, ça a été que comme ça d'ailleurs, ou en OK, portage, donc vraiment de face. OK, Maintenant, elle accepte un petit peu en berceuse, OK, mais c'est tout récent. OK. Donc majoritairement, une position ventrale. Ouais. Quand vous la posez dans le lit, c'est en dorsale, du coup? Oui. Ouais, OK. Et ça, du coup, vous en aviez conscience, de la différence, Ouais, en termes de stratégie de sommeil? ouais, alors j'ai essayé en position ventrale, parce Ouais, que j'ai aussi l'alarme Nanicaire que j'ai découverte aussi, OK. avec vous. Mais en fait, vu qu'elle se réveille tout de suite quand je la pose, après, elle aimait pas être sur le ventre réveillée, donc elle se débattait. Et donc, j'ai pas trouvé d'autre solution, en fait, pour la faire dormir même sur le ventre. Oui. Vous ne l'allaitez pas allongée?
Quand elle dort ou qu'elle s'endort pour l'endormir, vous ne l'endormez pas en l'allaitant allongée Non, à alors côté pendant d'elle? la nuit, quand elle perd le sein, qu'elle reveut, Oui, du coup, je suis allongée, je lui redonne comme ça. Mais sinon, je la c'est prends. toujours assise, hein? Ouais. C'est pas une position confortable pour vous, ni pour elle finalement et quand elle s'endort au sein, du coup, elle est vraiment dans la position, avec son ventre contre votre ventre sur le côté? C'est ça. OK. Majoritairement, c'est plus de l'endormissement au sein ou c'est plus de l'endormissement, en vertical sur l'épaule? En bercement, en vertical, sur l'épaule. Alors ce qui fonctionne bien, c'est la chaise à bascule. Donc OK, vraiment, elle est comme ça sur moi et elle s'endort. OK, Ou en portage. En portage, elle est partie pour, 3 heures, facile. OK. Il faut que vous marchiez, que vous berciez non-stop? Ou Oui. bien si vous ne cherchez pas à la déposer, mais que vous restez, statique, elle va se réveiller? Elle va se réveiller. Alors en portage, faut vraiment que je marche parce que finalement, dès que je m'assois, alors elle va pas se réveiller forcément tout de suite en portage, mais elle va se réveiller quand même au bout de 10 minutes, par exemple. Et puis dès que je vais me relever, je vais remarcher, pas de problème. Et dans la chaise à bascule, bah, dès que je vois qu'elle se réagite parce qu'elle se rend compte que ça berce plus, je rebascule un petit peu et elle repart. OK, OK. Son rythme général, justement, du coup, on va en parler. Elle se réveille à quelle heure le matin? Entre 7 heures et 7h30. OK. Elle est plutôt bien rythmée du coup, là-dessus, 7 heures, 7h30, c'est Oui, son heure. OK. La première chose que vous faites, c'est quoi? la tétée. La tétée? OK. Et ensuite on enchaîne, on va changer, on fait les premiers soins et puis, rapidement là, en fait, elle a sa première sieste, elle la réclame assez rapidement. Enfin, elle s'endort assez facilement pour la première sieste. Au bout de, entre 45 minutes et 1 heure, OK. Ce qui est un rythme normal, hein, pour un bébé de cet âge-là, donc un temps d'éveil d'environ 1 heure le matin avant la première sieste, donc ça veut dire que vers 8 heures, 8h30, elle dort et là, elle va dormir combien de temps si vous la maintenez dans les mêmes conditions? Si je la maintiens dans les mêmes conditions, on est sur, 1 heure et demie à 2 heures. OK. Hem, donc sur les derniers jours où, j'essaye de la poser pour la première sieste sans l'endormir, j'ai réussi à la poser, mais au bout de 20 minutes, elle s'est réveillée. Et par contre, j'ai terminé Et après sur moi. elle s'est endormie quand même? Elle s'est endormie dans son lit? Ah oui, elle Ouais, s'est et endormie elle a dans son dormi 20 lit minutes. et elle a dormi 20 minutes et après j'ai fini en bercement sur moi et on a fini, 1 heure ou 1h20, je crois, OK, au total. et si vous la déposez, elle se réveille au bout de 20 minutes aussi ou immédiatement? Non, Ah oui, c'est, c'est immédiat. Ouais. enfin, là, ça a fonctionné, la dernière sieste, mais c'est vrai qu'avant ce petit changement vers, l'endormissement dans le lit, c'était, immédiat. Enfin, j'ai essayé, tous les tests possibles, le test du bras pour voir si elle est bien endormie, la respiration, le soupir et cetera. Elle a l'air de dormir profondément, mais dès lors qu'on essaye de la poser, elle se réveille tout de suite. Elle a un système d'alerte, ultra C'est performant c'est incroyable. et même en la posant sur le ventre? Même en la posant sur le ventre, en prenant, vraiment tout mon temps, pardon, en décollant doigt par doigt, respiration par respiration. Heu, Même enfin, j'ai déjà essayé quand on dormait dans le lit de m'extirper du lit tout doucement, impossible. Vous avez essayé de l'emmailloter? Oui, alors j'ai essayé de l'emmailloter, dans le lit, et de la poser justement, enfin de l'endormir emmaillotée et de la poser dans son lit, ça a pas fonctionné. Et la nuit, quand elle dort avec moi, je l'emmaillote pas parce que vu qu'elle est, au creux de mon bras, j'ai toujours peur, bah, qu'elle se retourne sur le ventre et qu'elle se retrouve vraiment au Oui. nez, Mmh mh. mais j'ai essayé de l'emmailloter en effet, les premiers jours de vie, ça fonctionnait assez bien, Ouais. mais ça a pas duré. Ce qui est marrant, heu, c'est que Heu, c'est qu'à les premières semaines de vie, donc j'arrivais déjà pas à la poser dans son lit, hein. Les premiers jours, ça allait, mais bah, très rapidement, au bout d'une semaine, je pouvais plus la poser dans son lit. Mais par contre, ma mère, au début, elle, arrivait à l'emmailloter, à la poser et elle faisait de longues siestes. Mais quand Mmh. c'était moi, en faisant exactement la même chose, heu, ça ne fonctionnait pas. Comment elle s'est passée la grossesse, avec Alia? Assez bien, rien de spécifique.
Vous metteriez combien en note émotionnelle globale de 0 à 10? 7, 8. 7, 8? Ok. L'accouchement? C'était un accouchement voix basse, du coup, qui a été déclenché après la rupture de la poche des os et un travail qui n'a pas démarré. Oui, on m'a plus. Alors, si elle est très attachée à maman, c'est pas sûr que... Ouais, c'est ça, on va voir. Tu veux bien? Oui. Oui, c'est ça. Avec vue sur maman. Coucou. Franchement, peu importe sur ça. Rien que le fait de marcher. Ok. Si vous deviez mettre une note émotionnelle sur l'accouchement aussi de 0 à 10, qu'est-ce que vous metteriez? C'était plus compliqué pour l'accouchement parce que, alors il y avait ce stress aussi pour moi que le déclenchement ne fonctionne pas et qu'on parte sur une deuxième césarienne. Donc je pense que j'étais un peu plus stressée que pour le premier accouchement qui était une césarienne programmée d'ailleurs. Donc ça a été long, quand même assez stressant, mais enfin, ça s'est plutôt bien passé. Elle est sortie avec une ventouse, par contre, Ok. mais pas de gros traumatisme lié à cet accouchement. Et vous, du coup, en note, vous metteriez combien entre 0 et 10? 6. 6? Ouais. Aujourd'hui, là, votre ressenti émotionnel, alors pas aujourd'hui, là, mais dans votre quotidien avec elle, vous metteriez combien? Je mettrais 5 parce que ça commence à devenir quand même compliqué de vivre à son rythme à elle. Hmm. Même si maintenant, la nuit, j'arrive à l'endormir dans le lit, il y a quand même pas mal de réveils encore. Et puis, en journée, je peux littéralement rien faire. Et puis là, comme je disais, il y a la crèche, donc il y a l'angoisse de comment ça va se passer quand elle va être en crèche. Et puis, il y a l'angoisse aussi de moi, je vais reprendre le travail et comment ça va être finalement de gérer cette fatigue, son besoin aussi d'attachement et le travail. Vous faites quoi comme travail? Je suis ingénieure réseau. Ok, oui, donc un travail avec responsabilité. Un petit peu, oui. Ouais. Ok. Au moment de la naissance à la maternité, est-ce qu'elle a eu d'autres laits que votre lait? Oui, elle a eu un biberon de lait artificiel. Ok. Pourquoi? Parce que donc elle tétait, mais je voyais qu'elle avait vraiment encore faim, etc. Et ça me faisait mal au cœur de la voir. Du coup, on lui avait donné un biberon. Et après, la montée de lait est venue assez rapidement, donc Ok. ça suffit. Derrière, il vous a pas été conseillé de conserver un petit peu de lait artificiel tout le temps pour pas déclencher une APLV? Non. Non. Non, Vous non, on avez m'a pas eu de demandé conseil? si je voulais continuer l'allaitement. J'ai dit oui. Et... Ok. Ok. Est-ce que vous mangez des produits laitiers? Oui. Beaucoup? Non. De Enfin, manière raisonnable. ouais. Je pense si un peu de crème dans les pâtes ou Du fromage, du beurre. du fromage, du beurre. Mais... Ouais. Ok. Ok. J'ai pas encore terminé dans les questions, mais presque. Là, on va regarder maintenant les courbes. Vous m'avez envoyé les courbes, je vais les regarder. Je voulais vous demander votre taille aussi et celle du papa. Combien vous mesurez tous les deux? Alors moi, je fais 1,65 m et le papa, il fait 1,75 m, je crois. J'espère pas lui retirer quelques centimètres. Ok. Alors, dans les courbes, moi, ce que j'ai vu, si on lit simplement les courbes, là, au niveau du périmètre crânien, donc elle serait née avec un périmètre crânien au niveau du 25e percentile. Et puis, elle a fait un rattrapage
Elle est montée très vite, dès le 1er mois au niveau de son périmètre crânien, au 75e percentile. Et puis, elle s'est stabilisée au 75e percentile, là, à 2 mois aussi, enfin 2, presque 3 mois d'ailleurs. Vous avez fait une prise il y a peu de temps finalement? En fait, le rendez-vous des 2 mois est arrivé à 2 mois et quelques, 2 mois et demi, puisqu'il y avait les vacances, Ok, etc. d'accord. Et du coup, le rendez-vous des 3 mois va avoir lieu pile à ces 3 mois? Ouais, Ok. on a essayé de corriger. Donc finalement, là, on a quand même des prises qui datent d'il y a peu de temps au Oui. final. Ok. Ensuite, si on regarde sa courbe de taille, au niveau de sa courbe de taille, alors je ne sais pas s'il y a eu une erreur dans la prise de base ou pas, ou dans la prise suivante, mais quoi qu'il en soit, elle est née quasiment au 90e, 97e percentile, donc très grande. Ouais. Et il y a eu une stagnation, apparemment, à mi-mois. On ne sait pas pourquoi pour l'instant, en tout cas. Mais à la prise suivante, à 1 mois, elle avait descendu, elle avait perdu un petit couloir. Elle a perdu un couloir, elle est au 90e. Et puis là, ce dernier mois, elle est remontée et elle a retrouvé son couloir de naissance. Alors, ça peut être des erreurs de prise aussi de la part des médecins, malheureusement, mais quoi qu'il en soit, là, elle est vraiment dans son couloir de naissance. Donc pour moi, au niveau de la taille, on est sur quelque chose de cohérent. Ça va être important pour vous de toujours bien regarder si elle descend pas. Parce que ça peut être des indicateurs importants pour elle pour qu'un bébé puisse grandir suffisamment, il faut qu'il grossisse suffisamment. Je grossis suffisamment pour pouvoir grandir, et ainsi de suite. Donc là, elle suit, tout va bien pour le coup. Même les points ici, ça peut simplement être des erreurs. Elle est sur sa courbe, mais vous avez du coup une petite fille grande, avec des besoins caloriques importants, du coup, pour pouvoir grandir suffisamment. Là, vous mesurez 1,75 m, qui est relativement grand pour une femme. 65, pardon. 65. Ce qui est relativement grand, ce qui vous situerait plus sur le 75e percentile, la courbe verte, là, au-dessus du 50e. Et le papa, 1,75 m, il est dans la moyenne. Est-ce que vous avez des frères et sœurs plus grands que vous ou le papa en a? Alors oui, le papa en a. Ils sont assez grands. Je pense qu'ils sont plus grands que lui. Oui, ils sont plus grands que lui. Ok. Il y en a 2 qui sont plus grands que lui. Moi, j'ai une sœur qui fait 1,70 m, je crois. Sinon, les autres sont un peu plus petites que moi. Ok. Et mon papa était très grand. Votre papa était très grand. Oui. Ok. Parce que moi, avec les indications là de sa courbe, j'aurais plus dit que le papa et vous étiez plus grands. Mais elle a un potentiel génétique, en fait, qui est transmis de personnes plutôt grandes. Donc vous aurez une petite fille grande. En faisant attention, évidemment, à conserver sa croissance. Et ça veut dire que si elle est grande, pour pouvoir vraiment maintenir cette croissance-là sur toutes les premières années de sa vie, elle a besoin de bien prendre. Et du coup, on va regarder le poids ensemble. Au niveau du poids, elle est née entre le 75e et le 90e percentile. Elle a cherché à monter au 90e percentile à 1 mois. Je pense que d'ailleurs, ça a aidé le fait que son périmètre crânien a fait le rattrapage qu'il a fait. Et puis à la taille aussi. Ensuite, là, il y a eu une très légère baisse. Vous avez quand même pas mal de points de poids sur les premiers mois. Pourquoi Oui. Alors, elle avait fait une prise à la PMI. Il y a eu celle de la pédiatre. Et je crois qu'il y avait peut-être un point où c'était moi avec la balance à la maison. Ok. Donc vous surveillez ça Ouais, on avait surveillé ça, vraiment comme ça pour un peu pour rigoler. Et elle a été une fois aux urgences aussi, parce qu'elle avait commencé à faire un peu de fièvre. Et du coup, avant les 3 mois, on nous avait dit d'aller aux urgences. Ouais. Et du coup, ils avaient pris son poids aussi. Ok. Là, on a un poids qui revient un petit peu au 90e percentile. Donc, c'est plutôt bon. Qui lui a permis d'ailleurs certainement de retrouver au niveau de la taille, ou de poursuivre, ou c'est des erreurs. Pour moi, en tout cas, l'ensemble de ces courbes nous indique qu'on est sur un gabarit important.
qui a besoin d'apports caloriques importants, avec un allaitement qui se passe bien, en tout cas, qui a l'air de bien se passer, où elle a une bonne succion qui fait que voilà, elle arrive à bien prendre. Vous lui donnez plutôt 1 ou 2 seins quand elle est allaitée? Alors, je lui donne, en fait, j'ai l'impression que un lui suffit, Ok, mais j'essaye toujours de lui proposer proposer le le deuxième. deuxième, mais c'est vrai qu'elle t'aide pas beaucoup après du deuxième. Ouais, ok. Donc, je donne un sein, je la fais un peu rôter, j'attends 2-3 minutes et je lui repropose l'autre. Ok, super. À l'avenir, en tout cas, si vous voyez que la courbe de taille baisse un peu, c'est potentiellement qu'il faut augmenter un peu plus au niveau du poids, des apports en lait. Mais à l'heure actuelle, tout de ce côté-là nous indique que tout va bien. Globalement, le fait qu'elle régurgite après les tétés, qu'elle régurgite un peu après les tétés, c'est normalement plutôt un bon signe. Ça veut dire que elle a tété suffisamment avec son petit estomac et puis ça remonte un peu, donc ça c'est normal. Après qu'elle régurgite longtemps après la tétée ou beaucoup longtemps après la tétée, là par contre c'est plutôt un symptôme de reflux gastro-œsophagien qui là indique plutôt des petites problématiques de digestion. D'accord. Elle ne régurgite que juste après ou elle va régurgiter avec un petit peu de temps? En fait, elle régurgite un peu, mais tout au long. Tout au long de son Ouais. temps d'éveil. Ouais. C'est-à-dire que c'est rare où c'est des grosses régurgitations, mais on en a quand même pas mal. À Désolée. propos, J'ai un petit linge sous la poussette, si vous voulez. Je suis désolée. D'accord. Super, merci. Voilà, donc donc ça arrive on un a peu Laure tout au qui long. vient de se faire baptiser son chemisier. À propos. Et de temps en temps, c'est aussi même du lait un peu caillé. Oui. Enfin, on voit que c'est pas juste la régurgitation du lait qui remonte tout de suite, quoi. Oui. Parce que moi, de ce que j'identifie là et qui pourrait être en lien avec le fait qu'elle a vraiment mis en place une stratégie de sommeil très forte du côté de je m'endors en vertical sur maman et en position ventrale comme ça en verticale. Je pense qu'en effet, elle a un problème de reflux gastro-œsophagien avec possiblement un petit peu d'acidité qui a posé problème, mais ça s'est quand même résolu avec le Gaviscon sur un temps. Et de tout ce que vous me dites, le seul indice que je vois, mais qui n'est pas des moindres, c'est celui du biberon de lait artificiel qu'elle a eu en début de vie. D'accord. Parce que, et c'est important de pouvoir le mentionner pour tous les parents qui nous écoutent, les bébés allaités à qui on va donner un bib de lait artificiel en début de vie comme ça et qui ne vont plus du tout y être reconfrontés ensuite, ça peut provoquer une allergie aux protéines de lait de vache, une allergie non IgE médiée. C'est-à-dire que ce n'est pas une allergie IgE médiée immédiate. Normalement, une allergie, c'est immédiat et puis on va faire une réaction très forte, voire dangereuse, qui peut entraîner la mort. On va avoir plutôt des allergies non IgE médiées, c'est-à-dire que le bébé va avoir, on peut, par abus de langage, on dit intolérance, mais ce n'est pas une intolérance, mais ça va faire les mêmes symptômes. C'est-à-dire qu'on va avoir des régurgitations, la digestion du lait qui ne se passe pas hyper bien, avec un bébé qui va régurgiter et un petit peu cailler et un petit peu tout le temps, qui va du coup être un petit peu inconfortable lorsqu'il va être en position horizontale. Il va préférer la position verticale. Et c'est un bébé qui, si c'est très fort, ça peut entraîner une irritation de l'œsophage, des petites brûlures, des pleurs éventuelles, ce genre de choses. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas pour elle, hein. Rappelez-moi pourquoi vous aviez eu le Gaviscon et pourquoi vous l'avez arrêté? Alors, j'avais eu justement le Gaviscon parce que son rendez-vous des 1 mois, la pédiatre avait vu qu'elle régurgitait pas mal et Ouais. qu'elle mâchouillait un petit peu, etc. Donc le Gaviscon, ça avait assez bien fonctionné. Après, c'est vrai qu'on m'avait dit de lui donner à chaque tétée, mais vu qu'à l'époque, elle tétait quasiment tout le temps, c'était dur en fait de savoir quand est-ce qu'il fallait vraiment lui donner. Ouais. Et en fait, on avait fait une pause après 2 semaines. Et ça allait mieux. En fait, elle avait beaucoup moins de régurgitation. Ok. Après, j'avoue que je ne saurais pas corréler ça à mon alimentation à moi.
Donc c'est super intéressant là, ce que vous me dites. Mais Et tout aussi bien, c'est très important. Là, en fait, la PLV, elle est venue parce qu'elle a été au contact de produits laitiers de vaches de manière très importante avec le lait artificiel. Et ensuite, elle n'a pas été remise en contact tout du long. Alors, c'est important de savoir que du coup, parfois, il y a nécessité, en effet, qu'il y ait un bib de lait artificiel. Il ne faut pas diaboliser ça, hein, clairement. Mais par contre, une fois que ça a été fait, c'est important de donner toutes les semaines, au moins, à un bébé allaité, de lui redonner un petit peu de lait artificiel pour que le contact soit gardé. Après, le contact, il est aussi gardé via l'allaitement, hein, on est d'accord, mais ce n'est pas de la même manière. Et c'est important de ne pas partir non plus sur une éviction des produits laitiers complète si on n'est pas sur des symptômes très forts. Parce qu'une éviction des produits laitiers, pour vous, c'est loin d'être anodin. Ça peut provoquer des carences. Et donc, je le dis à toutes les mamans allaitantes qui font une éviction des produits laitiers un petit peu comme ça, et parfois pendant des mois, ça peut être très dangereux pour la maman. Et ça peut fatiguer énormément son corps, provoquer des carences pour elle. Et même pour le bébé en lui-même, il est important qu'il soit au contact de tout ce qui va forger finalement ses réactions aux allergènes. Parce que le fait d'être hors contact complètement, ça peut provoquer derrière des vraies allergies très grosses, IgE médiées, et là dangereuses. Et on est vraiment sur toute la première année de vie du petit bébé, avec la période des 4 à 6 mois, qui est la période la plus importante pour le contact avec les allergènes, justement. Et donc, tout ce qui est APLV, IgE médié, non IgE médié, etc., que ce soit le fait de sortir complètement les APLV ou de les réintroduire, ça, il faut que ce soit absolument suivi par un professionnel. Et les professionnels dans le domaine, c'est les diètes pédiatriques. Les médecins, normalement, vont rediriger vers une diète pédiatrique parce que ça se fait suivant un protocole très précis, hein. On peut faire un test d'arrêt des produits laitiers pendant 3 semaines. Si on voit que ça va mieux et que ça aide, et ce test, il se fait pour vous en étant complémenté en calcium, notamment. Et si ce test, on voit une amélioration de l'état du bébé, il faut absolument faire une réintroduction. Même si on voit une amélioration. Au bout de 3 semaines, toute éviction de produits laitiers, le vrai test, c'est j'en réintroduis. Si quand j'en réintroduis, dans les 3 jours, de toute façon c'est assez immédiat, même si on me dit retardé, c'est assez immédiat. Si dans les 3 jours, le bébé change à nouveau complètement de comportement, il y a à nouveau beaucoup de régurgitation, des difficultés à ce qu'il accepte la position horizontale, etc., des multiples tétés, là, ça valide la PLV. Et vous pouvez rentrer dans un process suivi où potentiellement vous allez faire une éviction, vous allez avoir des compléments et aussi tout un process de réintroduction pour elle petit à petit des produits laitiers pour qu'elle ne parte pas dans une allergie et que son corps s'y habitue petit à petit, mais pas aussi violemment qu'actuellement, si actuellement c'est difficile pour elle. Vous me suivez dans tout à fait. dans tout ce que je dis. Et si par contre, vous avez fait une éviction des produits laitiers pendant 3 semaines, vous avez eu l'impression que ça allait mieux, vous remettez à manger des produits laitiers et globalement, ça ne change pas grand-chose à l'état de votre enfant. Là, on invalide l'éviction. Parce que tout aussi bien, votre bébé allait mieux pour plein d'autres raisons, parce qu'il y a plein de raisons possibles à ce qu'un bébé pleure, régurgite, s'arque en arrière, ne veuille pas la position allongée, etc., etc. Dans votre cas, j'ai balisé quand même beaucoup de choses. L'indice du lait artificiel vis-à-vis de toutes les questions que je vous ai posées, vis-à-vis de ces régurgitations, pour moi, je pense vraiment qu'il y a un reflux gastro-œsophagien, comme d'ailleurs l'a vu votre pédiatre. Ça va mieux sans le Gaviscon, mais ça peut entraîner le fait que pour elle, la position sur le dos, ça peut rester un petit peu quelque chose de pas terrible parce que ça remonte acide, et c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Et qui peut entraîner le fait que je fais quand même des courtes sessions de sommeil, je suis vite réveillée. Dès que je suis posée, dès que je suis mis en position allongée, parce que quand vous la posez finalement, parce que tout de suite ça remonte dans son œsophage. Alors que ça remonte dans son œsophage, c'est pas ça qui est problématique, mais ça remonte avec de l'acidité.
Et donc, immédiatement, je me réveille et je suis pas bien. Et je dis: «Non, maman, je veux être en position, verticale là pour dormir, c'est comme ça que je suis bien, donc tu me reprends s'il te plaît». Donc il y a ça à regarder et en parallèle, il y a quelque chose d'autre qui du coup s'est mis en place, les stratégies de sommeil, du coup, en position ventrale, verticale, sur maman et que maman. Et donc il y a pas mal de choses qui se nouent, mais je pense que c'est important dans votre cas d'aller quand même identifier la cause de départ. Pour moi, là d'ailleurs, elle est dans les bras, de Laure. Je vais faire un petit film. Heu, on n'est pas sur un bébé. Hop, je filme Laure, avec Alia. Hem, pour moi, on n'est pas sur un bébé insécurisé, ou dans une dépendance à maman et à la proximité de maman, qui fait que je suis perdre du sang, je stresse, je suis pas bien, parce que sinon elle serait en train de pleurer dans les bras de Laure, là, et elle aurait pas du tout, réagi positivement. Laure utilise les mêmes techniques que vous, à savoir la mise, en verticale et cetera, et donc c'est confortable pour elle. Alors vous m'avez dit qu'avec le papa, c'est compliqué ou non, il peut quand même l'avoir dans les Non, bras non, en dehors du il sommeil? peut l'avoir dans Oui, les bras, mais c'est vrai que la nuit où je me suis dit, «Finalement, on va me relayer», oui, bah, là, ça l'a pas fait. voilà, après le premier réveil, elle voulait maman, quoi. Oui, heu et donc elle a mis en lien avec vous «Je suis en confort, maman fait ce qu'il faut pour que je sois en confort pour bien dormir et c'est ma stratégie de sommeil». Donc avec ces 2 choses-là connues, je pense que, peut-être que ça pourrait être soit intéressant de reprendre du Gaviscon pour voir, pendant que vous mettez en place des stratégies de sommeil autonomes en position horizontale pardon, si ça aide et si ça l'aide à se sentir plus confortable et à se rendre compte que, c'est OK. Je peux aussi être en position horizontale maintenant, même si avant c'était pas agréable. Là, ça peut être OK, je me sens bien et donc d'aider avec, le Gaviscon qui pourrait, aider au fait qu'elle ne se sente pas brûlée au niveau de l'œsophage. Et si, malgré tout, ça reste compliqué dans le temps, là, je pense que c'est hyper important que vous ayez en tête cette histoire d'APLV possible, heu, avec peut-être, sur avis de votre médecin, suivi par une diète pédiatrique et cetera. Peut-être faire une éviction de 3 semaines et voir ce que ça donne. Une éviction des produits laitiers. Produits laitiers, ça veut dire pas que de vache, hein, même si on dit APLV, produits laitiers de vache, c'est brebis, tous les laits globalement, chèvre, vache et soja. Le soja aussi. Donc pas de tofu, et cetera. C'est les mêmes, protéines en fait qui sont très proches. Elles sont très proches en termes de structure et c'est les mêmes types de réactions. Donc on va vraiment faire attention à tout ça. Je le dis aussi parce qu'il y a beaucoup de mères qui arrêtent les produits laitiers de vache, mais qui continuent à manger du brebis ou du soja et qui se disent: «Mais je comprends pas, ça change rien». Bah si, je vois aussi des bébés, qui sont en APLV et qui sont pas allaités et à qui on va donner des yaourts au lait de soja. Et bizarrement, pour le bébé, rien ne va. Il y a pas d'amélioration parce que, en fait, c'est les mêmes types de réactions. Donc là, dans votre cas, pour elle, heu, je testerai. Non, elle dort pas, mais elle est bien. Ah, bah, c'est bien, c'est bien. Là, dans votre cas, pour elle, en plus de ce que vous mettez en place dans les stratégies de sommeil autonomes, je pense que ce serait bien d'avoir en tête cette histoire de petite gêne possible pour elle, de démarrer par quelque chose de soft avec du Gaviscon, en parlant avec le médecin, pour voir si c'est un petit peu plus facile. Et si vous voyez que elle a quand même toujours beaucoup de régurgitation, que vraiment la position allongée, ça reste quand même compliqué dans la mise en place des stratégies de sommeil autonomes, de vraiment réfléchir à la possible éviction accompagnée. Ça vous parle ce que je Oui, oui, dis là? totalement, totalement. OK. Sans diaboliser le truc, et en faisant en sorte que, voilà, ça puisse s'apaiser. Là, de tout ce que je vois, de tout ce que vous m'avez dit, en tout cas, c'est je dirais l'hypothèse la plus importante. Pour moi, il y a pas de problème de succion, sinon il y aurait un problème au niveau de votre allaitement qui s'est très bien mis en place,
qui suffit, même avec un seul sein pour le coup. Elle est bien, bien remplie, elle prend du poids comme il faut, elle grandit comme il faut, il n'y a pas de souci. Par contre, de la même manière, la PLV et le reflux gastro-œsophagien avec un petit peu d'acidité là, ça a pu aussi entraîner ce que vous avez vécu avec les 7-10 réveils par nuit où elle tétait un tout petit peu. Parce que si elle était gênée en posture allongée, bah, de venir juste un tout petit peu téter, en fait, ça la soulage. Le lait maternel, ça soulage si elle a eu un peu d'acidité dans la nuit. Donc, qu'elle vienne chercher votre sein à chaque fois, alors qu'elle est plutôt d'ailleurs sur des stratégies de sommeil en vertical, mais qu'elle vienne demander un petit peu la tétée 7-10 fois dans la nuit, c'était à mon avis, sans prendre des grosses quantités, c'était à mon avis pour se soulager. D'accord. Et pour que ce soit plus apaisant pour elle. Et en plus, ça lui permettait de passer ses cycles de sommeil. Mais en fait, au moment du passage des cycles de sommeil, elle avait plus de mal à le faire parce qu'en plus, il y a la petite gêne qui est là, donc non, je vais me faire aider un petit peu soulager. Et voilà, parce que vous avez quand même mis en place plein de choses pour son sommeil et de manière cohérente. Ça se passe plutôt bien, sauf que dans la cohérence, vous avez mis le fait que la problématique, ça avait été potentiellement d'être un peu trop cohérente. Je pense que dans votre cas, non, la cohérence, elle a permis qu'elle garde quand même pas mal de sommeil. On va finir d'ailleurs l'emploi du temps que vous alliez me donner. Et elle a permis que vous n'ayez pas un bébé hurlant en fait au quotidien sur ces 3 premiers mois. Ah oui, pour le coup, elle est très calme, très souriante. Voilà, c'est ça. Et que ça se passe bien et que vous l'ayez beaucoup, beaucoup verticalisé au final. Parce que je pense que là où j'ai quand même beaucoup de familles où on me dit que le bébé a un reflux gastro-œsophagien et où c'est pas du tout le cas, là dans votre cas, il y en a un petit qui est venu justement vous mettre des petites épines dans le pied pour ce qui concerne le sommeil. Mais du coup, j'ai une petite question, si je comprends bien. En tout cas, pour la nuit où justement, moi, ce qui m'a un petit peu fait craquer les 2 dernières semaines, c'est ces 7 à 10 réveils où je me disais: «Bah, elle est devenue aussi alerte qu'en journée et je peux pas m'endormir». C'est que finalement, c'est pas tant qu'elle est devenue si alerte même de nuit, mais c'est plus qu'elle a une gêne, qui fait qu'elle se réveille, Alors, non seulement elle grandit, elle devient plus alerte D'accord. aussi, elle a 3 mois. En OK. plus de ça, vous avez le pic de développement à cet âge-là avec un possible pic de tétée aussi. Mais en plus de ça, elle est gênée. Donc là, vous mettez un bon petit Ah ouais. package général. Donc, et savoir qu'est-ce qui a le plus influencé l'un et l'autre alors qu'elle a 3 mois, alors elle n'avait pas 3 mois en même temps. Elle Hein. avait, ouais, entre, 2 mois, 2 mois et demi. Ouais, elle avait 2 mois, 2 mois et demi. C'est ça qui a été vraiment très dur et il y a aussi, un petit peu toutes les injonctions à chaque fois que je demandais, même sur, les groupes, voilà, j'arrive pas du tout à la poser, ils disaient: «Bah, c'est normal, c'est l'âge, elle est encore toute petite». Mais c'est vrai qu'on se retrouve vite dans une impasse où je comprends, mais là, ça fait, je dors ni la nuit ni la journée, donc qu'est-ce que je fais? Oui et non, en fait, un bébé entre 0 et 2-3 mois, il peut avoir, une stratégie de sommeil dépendante et être posé. Éventuellement, pour certains un petit peu plus sensibles, au passage de cycle suivant, il va redemander la stratégie de sommeil. Pour quand même beaucoup de bébés pour qui tout va bien, tout va bien. Ils font des belles nuits, ils vont enchaîner des siestes et à partir de 3-4 mois, ça devient compliqué parce que le système d'alerte, va beaucoup plus, fonctionner. Mais pour tous les petits, entre 0, 2, 3 mois qui de manière immédiate, s'ils sont posés, ils se réveillent, où il y a vraiment, aucune possibilité, il y a souvent autre chose à côté, en fait. D'accord. J'ai beaucoup, beaucoup le problème de la faim. Elle dort. Ouais. J'ai ouais, Laure l'endormeuse d'enfant. Et puis je crois que ça peut pas la rendre plus heureuse là. Vous avez fait une heureuse. Elle a endormi un bébé dans ses bras. Merci. Attends, je vais te prendre comme ça aussi parce que c'est plutôt ce format-là. Tac.
On disait justement entre 2 et 3 mois, il y a beaucoup Oui, enfin, de bébés justement enfin, pour qui les passages de cycle se font voilà. bien. Ah oui, si, c'est ça. Je vais y arriver. Du coup, moi, j'ai beaucoup la problématique des petits bébés entre 0 et 3 mois qui vont avoir ce type d'attitude-là, où l'endormissement même va être difficile, où c'est une problématique d'alimentation, où il n'y a pas suffisamment, il y a une carence nutritionnelle. C'est pour ça que je vérifie bien et qu'on fait la lecture des courbes avec un allaitement qui a eu du mal à se mettre en place. Et dans ces cas-là, il faut faire un rendez-vous avec une consultante en lactation ou avec des prises de biberon qui ne sont pas bien équilibrées. Et ça, c'est vraiment 99% d'écart. Donc vous êtes 1% d'écart, où là, il y a plus une raison un petit peu pathologique, en fait, type APLV. Et c'est souvent la plus grosse raison. Sinon, on a des problèmes de succion. Mais les problèmes de succion vont souvent entraîner à côté la problématique que l'enfant, comme il a un problème de succion, il a du mal à téter correctement. Et donc, on a une carence calorique. Donc, ça revient à la première option. Et ou des problèmes de tension chez l'enfant. Et où pareil, au niveau de la tension, si il a le cou un peu coincé ou autre, un petit torticolis, là aussi ça entraîne des difficultés de succion et donc une carence calorique. Donc tout ça, ça rentre dans les 99%. Il y a le 1% des APLV et qui vont entraîner là, entre guillemets, les vrais reflux gastro-œsophagiens, où là, la meilleure solution, c'est en effet l'éviction, en tout cas à vérifier. Mais il y a des degrés aussi d'APLV. Il y a des bébés, c'est absolument la moindre petite protéine, ça ne va pas du tout. Et il y en a pour d'autres, c'est relativement tolérable. Là, dans son cas à elle, c'est pas un bébé hurlant, elle n'est pas brûlée, etc. Mais par contre, ça vient la gêner pour dormir en position horizontale. On va reprendre l'emploi du temps ensemble. Et puis moi, je voudrais vous donner des conseils, un petit peu d'aide quand même pour la mise en place de l'endormissement autonome vis-à-vis de ce que vous avez mis en place, pour que vous repartiez quand même pas sans rien. Alors, pas sans rien, Ouais, non, vraiment pas mal. Donc, elle fait sa première sieste d'1h30, 2h le matin. Et donc, dans le lit, 20 minutes actuellement. Mais si elle est dans la bonne position en termes de stratégie de sommeil, tout va bien. Ensuite, au réveil, vous l'allaitez. Ok. Ensuite, elle va faire une deuxième sieste. Après, elle fait une deuxième sieste. Elle fait un temps d'éveil de combien de temps? Alors, toujours entre 1 heure et 1 heure et demie. Sur ça, j'essaye vraiment de vraiment regarder l'heure, etc. Vous avez tellement bien lu mon livre Mais c'est pour ça que c'est frustrant. et écouter les programmes que moi, j'ai rien à vous dire. Non, c'est ça qui est génial parce que moi, ça me permet de mettre le doigt très facilement sur ce qui ne va pas, en fait, sur la petite problématique d'APLV. C'est le deuxième livre. Le livre rouge. Que j'ai pas lu. Du coup, vous pourrez le lire si vous voulez. C'est dans le deuxième livre. Et du coup, on a fait la lecture ensemble. Ça vous apportera pas grand-chose de plus. Du coup, vous l'allaitez. Elle fait un temps d'éveil d'1h30, d'1 heure, 1h30. Et puis, comme Laure, vous la bercez. Elle s'endort paisiblement, tranquillement et rapidement. Oui, sur ça, c'est vrai qu'elle met pas une plombe à s'endormir. Ok, mais par contre, Mais si faut Laure rester. veut lui faire faire une bonne sieste, étant donné que c'est sa deuxième de la journée, là, non, troisième? C'est la troisième. C'est la troisième. Il faudrait que Laure reste à faire ça pendant combien de temps? Le temps de son sommeil. Pendant 2 heures. Après, on peut tenter de... Ouais. Oui, tout à l'heure. Bon. Elle ne vient que pour bercer les bébés des autres. Bah, merci beaucoup, Laure. Laure est la responsable communication marketing de Fedodo. Mais en fait, c'est une berceuse de bébés. C'est pour ça qu'elle aime bosser chez Fedodo. Donc, bercement. Elle va faire une sieste de combien de temps la plupart du temps? 30 minutes. Généralement, les 2 siestes d'après sont assez courtes. Ok. 30 minutes. Alors, des fois, ça lui arrive de faire 40 minutes, 1 heure. Et donc, à chaque fois, je respecte vraiment les temps Ouais. d'éveil. Et enfin, alors, la dernière sieste, alors, plutôt vers 4 heures, 3-4 heures, c'est une longue sieste.
des fois, elle dure jusqu'à 4 heures. Donc, c'est minimum 2 heures et c'est maximum 4 heures. Et là, généralement, c'est la sieste que je fais en bercement sur le canapé, quoi. Mais j'arrête pas. Sur, Ouais. sur le canapé ou Sur sur le la canapé, vraiment chaise comme ça, où je ouais. me mets un programme télé, où je sors un peu de Ouais. ma chambre, qu'on a d'ailleurs rebaptisée la grotte, tellement je passe de temps là-bas. Bah oui. C'est le moment où je me mets un petit programme télé et puis je reste en bercement sur le canapé. Du coup, là, si je compte, ça lui fait 5 à 6 heures de sommeil de jour, 2 ce jours. qui correspond parfaitement aux besoins d'un bébé de cet âge-là. Donc c'est génial. Bravo, bravo pour ce que vous faites dans la grotte. Après, je comprends que 5-6 heures dans la grotte, ou enfin à faire ça, là, vous arrivez au bout. Et puis en plus de ça, en effet, il y a la crèche et la reprise du boulot. Et ça va être compliqué de continuer comme ça. Et du coup, le soir, elle s'endort à quelle heure? Elle s'endort vers 21h, 21h30. Ok. Donc ça lui fait 10 heures de sommeil. Hein. 21h, 20h. Si elle se réveille à 7h, 7h30. C'est ça, 10 heures. Oui, oui. J'ai beaucoup de mal à compter, mais maintenant, mon cerveau est aguerri sur les durées des nuits. Ok. Donc, ça lui fait des nuits de 10 heures et environ 5-6 heures en journée. Donc, ça lui fait environ 16 heures par 24 heures, ce qui est tout à fait la moyenne des bébés de cet âge-là. Ce qui en fait un bébé tranquille, rassuré, pour qui tout va bien, mais qui, par contre, tient à la qualité de son sommeil et se fait certainement déranger par des petites remontées acides dès lors qu'on cherche à la mettre en position horizontale. Donc, il va falloir tester le Gaviscon. Si le Gaviscon ne marche pas, vraiment, possiblement l'éviction suivie et accompagnée pour réintroduction, avec test de réintroduction et derrière plan de réintroduction pour qu'elle puisse petit à petit s'habituer aux protéines de lait de vache. Ça va être important. Et en parallèle, vous continuez, du coup. Vu que là, votre objectif, c'est que c'est plus qu'elle dorme comme ça, mais qu'elle ait un bon sommeil, mais aussi dans son lit. Là, en effet, vous êtes tombé sur le fait que quand je la reprends dans les bras, tout de suite, pouf, elle s'endort. Parce que c'est sa stratégie de sommeil. Et en plus, ça la soulage au passage. Donc, obligatoirement, là, oui, elle est rentrée dans quelque chose où, en effet, j'irais beaucoup plus dans le sens de ne plus, sinon ça va faire des durées d'endormissement extrêmement longues avec beaucoup de pleurs, ce qui est dommage. Moi, j'irais beaucoup plus sur chercher à la rassurer, mais au maximum, du coup, dans son lit, en évitant cette prise dans les bras. Alors, éventuellement, vous pouvez faire une prise dans les bras, mais plutôt en mode berceuse. Ce qui lui permet de ne pas reproduire sa stratégie. Quoi que vous m'avez dit, en mode berceuse, elle commence. C'est ça. Mais elle fait de l'immédiat aussi en mode berceuse. Elle se calme. En fait, c'est vraiment, je la prends, elle se calme. J'ai à peine le temps d'essayer de lui dire ça va, bébé, t'inquiète pas qu'elle est déjà partie, en fait. Oui, j'en ai plein des bébés qui font ça. Souvent, ils font ça vers 5-6 mois. Elle est maline. Elle a, en tout cas, c'est positif parce qu'elle a vraiment enclenché dans sa tête ses stratégies de sommeil. Pouf, hop, c'est la route du sommeil, je prends l'autoroute, j'y vais, je suis bien avec le sommeil. C'est une expérience positive, le sommeil pour elle. Donc ça, c'est top. Et c'est pas donné à tous les petits bébés de cet âge-là quand les choses sont un peu difficiles dans la mise en place. Donc tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné ces 3 premiers mois, c'était top. Et là, oui, il va y avoir une petite phase difficile qu'on va essayer d'améliorer avec le fait qu'elle se sente plutôt bien en position allongée, mais elle va devoir découvrir que ça va en position allongée, forcément. Pour pouvoir l'apaiser, du coup, moi, je vous encourage à plus la prendre dans les bras, ni en berceuse, ni comme ça. Vous pouvez par contre la mettre un peu assise dans le lit et vous pencher, mais en faisant attention, si vraiment elle est dans des gros pleurs, hein, que c'est très compliqué de l'apaiser, vous la reprenez, mais en lui gardant les fesses un peu dans le lit, donc vous vous penchez beaucoup. Et puis, ça peut aussi, sans même la relever un peu, vous pouvez vous pencher dans le lit et vous coller à elle, voire même mettre votre tête juste à côté de sa tête, qu'elle vous sente vraiment contre elle.
avec la main bien posée sur son ventre aussi, parce qu'elle est en stratégie de sommeil ventrale, hein, donc c'est vraiment à prendre en compte. On avait parlé de l'emmaillotage, mais bon, de toute façon, elle arrive sur les 3 mois, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Essayez de créer un maximum de proximité avec elle dans le lit, quitte à la redresser un peu. Parce que ça peut la soulager un petit peu aussi de la redresser. Normalement, dans les cas de reflux gastro-œsophagien, on va plus faire des lits, ça va plus être indiqué de mettre le lit un petit peu surélevé. C'est parce qu'il y a beaucoup de diagnostics de reflux gastro-œsophagien qui n'en sont pas. Et donc, ils n'ont pas vu vraiment d'amélioration. Dans son cas à elle, je pense que ça peut être aidant. Et du coup, vous en parlez avec le médecin, toujours, hein. Vous testez du 20 degrés d'inclinaison. Vous avez des systèmes spéciaux à mettre sous le matelas du cododo. 20 degrés et vous avez jusqu'à, je ne sais plus, peut-être 40 degrés. Vous avez 2 possibilités d'inclinaison. Je pense que ça se teste avec elle pour voir si du coup c'est plus agréable, si elle se réveille moins, si elle s'endort plus facilement. Je pense que ça peut donner lieu à un test. Pour être honnête, je le propose jamais. Mais dans votre cas à vous, oui, pourquoi pas. Heu et alors il y a aussi l'option de la mettre en position ventrale, vous l'avez testé. Après, bah, il y a tous les risques, hein, tous les risques qui vont avec, sachant qu'elle régurgite quand même beaucoup et c'est des risques supplémentaires en position ventrale. D'accord. Même si ça peut l'apaiser aussi de manière supplémentaire. Comme vous avez démarré sur le dos actuellement, je pense que l'idéal, c'est de continuer sur le dos, de continuer à voir. Vous avez en plus des effets un petit peu positifs en 4 jours, de ce que je comprends. Ouais. C'est plus rapide et il y a moins de réveil la nuit. Donc pour moi, continuez dans ce sens-là. N'hésitez pas, en effet, à ne plus la reprendre pour pas qu'elle reparte dans des choses, je m'endors immédiatement dans les bras. Mais par contre, à ne pas hésiter à être très proche d'elle pour lui montrer que ça va, elle va bien, même en position horizontale. Et maman peut être proche, même en position horizontale. Pour moi, c'est pas nécessairement votre proximité qu'elle vient rechercher, c'est votre proximité va avec le confort. Mmh. Et donc là, elle va retrouver la proximité parce que ça fait partie de ses stratégies de sommeil, mais elle va se rendre compte que c'est possible aussi comme ça, en étant allongée. D'ailleurs, finalement, en berceuse, si ça marche, elle est en position allongée. Ça fait combien de temps que ça marche? Ça fait 1 semaine. 1 semaine. Ouais. Ok. Avant, c'était niet. Bah oui. Donc c'est que elle doit être un peu mieux. Je pense qu'avec du Gaviscon, ça peut être juste suffisant, à mon avis. OK. Bon, à tester. Là, il faut qu'elle réappréhende la position horizontale, hein, clairement. Comme quelque chose de OK, de pas difficile. Vous avez une nacelle dans la poussette? Non. Alors oui, 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 c'est le pack 0 donc Vous avez le format nacelle? oui. Ouais, ça peut être pas mal. Alors vous dites que justement c'est compliqué un peu en poussette aussi? Bah, elle s'endort pas en poussette. Ouais, parce que c'est la position horizontale, Voilà. clairement. Ouais. Là, comme vous avez mis en place des stratégies de sommeil autonome, la découverte qu'elle peut le faire, et cetera, dans son lit, normalement, ça va devenir plus facile en poussette aussi. Donc je vous encourage aussi, idéalement, à mettre un petit peu de côté le portage, pour l'instant, parce que vous êtes dans la démarche de lui montrer que c'est possible comme ça aussi. Et de privilégier éventuellement des siestes, mais en poussette, en étant allongé, éventuellement un tout petit peu relevé si vous voulez vous relever aussi un petit peu la nacelle et lui montrer que ça marche aussi. Et plus vous allez systématiser les endormissements de cette manière-là, le soir et pour toutes les siestes, même la poussette, même en sortie poussette pour une dernière sieste ou les siestes un petit peu courtes de milieu de journée, peu importe hein, si la dernière sieste, enfin si les siestes courtes sont celles de milieu de journée, il n'y a pas de problème. Elle peut faire une longue le matin, une très longue en fin d'après-midi, c'est son rythme. Ça peut changer, ça peut varier, tout va bien, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, là, il y a vraiment quelque chose pour elle, en effet, à mettre en place l'expérience de dormir en étant en position horizontale, parce que dans 2 semaines, ça approche et ça peut être un vécu à la crèche qui peut être, par contre, là, très difficile, et pour les professionnels et pour elle. Alors, est-ce que du coup, je systémise les endormissements dans le lit ou alors, plus ou moins autonome pour l'instant,
ou alors je continue de systémiser celui du soir. Mais par contre, les autres, je les fais soit dans la poussette, soit. Moi, j'aurais tendance à faire au maximum, oui, dans le lit. Euh, et les 2 grosses siestes habituelles dans le lit. Et éventuellement, vous pouvez faire poussette le reste du temps. À f- Au moins pendant les 2 semaines à venir pour la préparer vraiment à la crèche et pour essayer que ce soit très récurrent. Et idéalement, stopper le sein, la verticalisation comme ça, euh, pour les endormissements hein, en tout cas, et, euh, et le portage, oui. Et aller vraiment sur le fait que pour tous les temps de sommeil, c'est comme ça. D'accord. Parce que c'est grâce à ça que là, parce que vous avez peu de temps devant vous en fait, Ah, c'est une semaine. plus qu'une semaine. Ouais, c'est une semaine. C'est ça. Donc d'autant plus s'il reste plus qu'une semaine. Pour que ce soit pas là un énorme changement, déjà qu'il va y avoir le changement de la crèche, etc., s'habituer à des nouvelles personnes, et pour qu'elle ait déjà fait des progrès. De la même manière, si vous pouvez aussi ne pas chercher la prolongation des siestes en verticalisation, ce serait mieux. Quitte à tester de sortir en poussette pour prolonger la sieste, pour voir si ça marche mieux au départ. Ok. Ou à vraiment essayer dans son lit de lui dire tu peux continuer à dormir et à vraiment être très très proche d'elle. Ça peut vraiment, vous collez votre buste à elle et la tête à côté, comme si elle était dans la position habituelle, mais en horizontale. Et petit à petit, plus là, elle va s'habituer à ça, plus vous pourrez peut-être être plus avec la main et petit à petit être plus redressé pour l'aider dans ses endormissements. Et après, évidemment, si elle est calme, on fait rien, ça vous le savez. Et c'est vraiment si elle a vraiment des pleurs, si c'est très difficile d'être dans un maximum de contact et de proximité. Et si elle s'endort comme ça, pour le coup, pour moi, c'est pas grave. Là, il faut vraiment qu'elle appréhende l'horizontalité. Parce que là, elle est vraiment que sur du vertical. Ok. Ça vous donne des perspectives Ah oui, totalement. pour la semaine à venir? Plein de choses à faire, ouais. Je ne sais pas si vous savez, mais on a mis à disposition sur le site gratuitement à télécharger une fiche de transmission d'informations pour le lieu d'accueil, que ce soit une MAM, une crèche, une nounou. Vous pouvez télécharger, on a plein de fiches sur le site téléchargeables, comme dans le livre hein, d'ailleurs. Et puis sur Instagram aussi, vous pouvez commenter fiche garde, fiche nounou, fiche crèche. Et ça télécharge normalement, vous pouvez télécharger automatiquement. Et là, moi, ce que je vous encourage à faire, elle a un super rythme. Donc ça, c'est hyper important. Parce que vous respectez très bien les temps d'éveil. Pour elle, ça va bien. Et là, le plus important auprès de la crèche, presque, ça va être ça, de leur transmettre le rythme à respecter pour elle. Et le rythme d'alimentation aussi qu'elle a, puisque ça marche bien aussi. Vous aviez la problématique du biberon. Alors, d'une part, il faut qu'on s'arrête, mais surtout, c'est pas moi la spécialiste pour ça. Par contre, j'en ai une pour vous. Ok. C'est pas beaucoup de bébés pour lesquels ça marche très bien l'allaitement n'ont pas du tout envie d'aller vers le biberon et où ils vont repousser, ils n'en veulent pas, etc. Pour autant, c'est pas un impossible. Il faut mettre en place certaines choses. Et pour ça, vous avez notre consultante en lactation. Elle, c'est sa spécialité. Le fait qu'un bébé refuse le biberon et de le faire passer à la possibilité qu'il accepte le biberon, parce que sinon, ça va devenir un très gros défi et ça peut, en effet, foutre pas mal de choses en l'air si elle ne boit pas à la crèche, parce qu'elle peut se mettre à mettre toute son alimentation la nuit, etc., etc. Là, pour moi, on a fait une première partie, c'était une première consultation. On n'a pas le temps de tout voir. Je sais qu'il y a les réveils nocturnes, etc. Mais pour moi, déjà, si vous mettez en place des choses sur la PLV, sur le reflux gastro-œsophagien, sur l'endormissement autonome pendant la semaine qui vient, et un petit rendez-vous avec la consultante en lactation pour l'histoire du biberon, vous allez déjà passer des étapes. Et derrière, oui, ça peut être intéressant éventuellement de refaire une consultation pour pouvoir peaufiner certaines choses et faire en sorte que ça aille vraiment vers quelque chose d'apaisé et qu'elle puisse dormir aussi bien dans son lit qu'à la crèche. Ah, ça y est, c'est C'est réveillé. l'heure du dodo. C'est la fameuse petite.
Elle est plus courte généralement. Une fois que tout ça, ça se sera apaisé, du coup, vous allez pouvoir reprendre le portage. Peut-être pas trop les endormissements comme ça, parce que ça peut vite revenir pour elle, mais vous verrez, hein, les enfants sont adaptables. Et elle aura pris un rythme et surtout, elle se sera apaisée avec le fait de pouvoir dormir à l'horizontale. Vous pourrez complètement reprendre les balades en portage parce que c'est génial. Ouais, c'est Il faut surtout pas le diaboliser. Dans son cas à elle, spécifiquement, bah voilà, ça vient un petit peu en contradiction avec les objectifs nécessaires pour la crèche, et puis de découvrir que l'horizontalité est possible. Mais vous avez très bien fait de faire du portage et en l'occurrence, ça a été très bénéfique là tous ces derniers temps. Et du coup, bah, si vous voulez, n'hésitez pas à tester le porte-bébé de Cybex. C'est vraiment top. D'ailleurs, pour l'été, qui était très aéré. Et je trouve que moi, ils font des porte-bébés vraiment très intéressants. génial. Super. Comment est-ce que vous vous sentez là, à la fin de ce rendez-vous ensemble? Je suis reboostée. C'est vrai? Ah ouais, non, j'ai Génial. envie vraiment de tester. Bah, déjà, je suis vachement rassurée Ouais, parce que j'étais en train de me dire: «C'est de ma faute». ouais, ouais. Finalement, j'ai contribué je pensais qu'elle avait des troubles finalement, Non. alors que là, j'entends qu'en fait, ça s'est juste très, très bien passé et que Ah bah, vous avez mis plein de choses super bien en voilà, et que place. malheureusement, je tombe dans les 1 que je Voilà. pouvais pas anticiper. Ouais. Et puis j'ai appris plein de choses et j'ai envie de, tester un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Donc non, un grand, grand, grand merci. Super. Vous nous tenez au courant? Ah oui, avec plaisir. Et puis on se fera de toute façon, si vous voulez faire des consultations de suivi, vous nous faites un petit message, vous nous tenez au courant. Si vous avez besoin d'un tableau de suivi, on peut vous en fournir un aussi. Et puis, quoi qu'il en soit, on se fera une consultation en visio pour donner des nouvelles, voilà, quand tout ça sera apaisé et que je sais que les personnes aiment bien pouvoir en avoir. Ok, ouais, génial. Merci Super. beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Bon courage pour cette semaine. Merci bien. Bonjour l'équipe Les Dodos, c'est la maman de Alia. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques nouvelles et surtout pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, que ce soit au travers des consultations, mais aussi des programmes vidéo ou même du livre, qui ont été une mine d'or de conseils et qui font qu'aujourd'hui, Alia a un sommeil vraiment serein. Elle s'endort en endormissement autonome de jour comme de nuit. On arrive vraiment à avoir son quota de sommeil sans prise de tête, sans pleurs. On a un bébé même qui nous indique quand elle a envie d'aller dormir. Elle a vraiment une relation qui est très saine au sommeil. Concernant la nuit, on est toujours sur 2 réveils mais qui sont purement alimentaires. Donc elle va boire son biberon et elle va se rendormir dans la foulée. Donc, que dire à part merci, merci, merci. Ce qui nous a vraiment beaucoup aidé, c'est ce que vous nous aviez indiqué, c'était un gros levier alimentaire pour Alia. Et depuis que tout ça s'est réglé, c'est que du bonheur. Donc, continuez de faire votre magie et en tout cas, on vous remercie beaucoup, beaucoup dans la famille. À très bientôt.